y a la mesure de la respiration, ces méthodes respirométriques, la question de l'interférence avec d'autres sources de CO2 ou de méthane ou d'oxygène en l'occurrence qui est posée. Il y a une question sur la présence de nanotitane comme blanchisseur que nous connaissons bien à Tech for Life, qui est posée par Zoé Simati. Bon, des questions sur le broyage qui pourraient faire gagner du temps sur les durées de compostage, d'efficacité du compostage. Donc voilà, essentiellement ces 3 points. Je peux répondre pour les méthodes respirométriques. Donc, vous m'entendez? Oui. Les Oui. coefficients de variation sont généralement assez faibles. Hein, ça dépend. Ils sont autour de 5 à 10% au maximum. On va dire autour de 5%. Bon, évidemment, on se base par rapport à la cellulose. Hein. Le matériau satisfait au test si on obtient 90% de biodégradation en absolu ou par rapport à la cellulose. Donc ça, c'est important, cette cellulose, puisque c'est le témoin positif. On sait que la cellulose se biodégrade dans tous les milieux et ça permet justement de rendre compte en fait des particularités que pourrait avoir le milieu. Donc il arrive parfois que la cellulose n'arrive pas à 100%. Dans ce cas-là, c'est important de se baser sur la cellulose. Donc on peut avoir des coefficients de variation un peu plus élevés, mais ça traduit une certaine hétérogénéité du matériau. Ça arrive souvent avec des composites, où comme on part sur de très petites quantités de matériaux, on n'est pas toujours sûr que la prise d'essai soit exactement représentative de l'ensemble du matériau. Voilà. Et pour ce qui est des interférences, je n'ai pas bien compris. Ce serait simplement la possibilité qu'il y ait des productions de gaz qui ne viendraient pas de la dégradation de ce matériau. Alors, qui viendrait du milieu, parce que de toute façon, les tests respirométriques sont réalisés en rapport, en fait, en référence au milieu témoin, puisque on se sert de la valeur de la respiration du milieu témoin qu'on soustrait à celle du milieu avec le matériau. Donc, si cette émission de CO2 ou de gaz a lieu, elle doit aussi avoir lieu dans le milieu. Voilà, le milieu seul, et il y a le milieu avec le matériau. Alors, si vraiment le matériau se transforme effectivement en CO2 ou en méthane, une fois mis dans le sol, en fait, on le voit quand même à la forme des courbes. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé qu'on observe ce genre de choses, c'est extrêmement rare, mais on n'a pas de plateau. Alors voilà, c'est important parce que les courbes de biodégradation ont une forme particulière et surtout, on doit arriver à un plateau autour de ces fameux 100%, donc minimum 90%. Et le plateau traduit en fait le fait que tout le matériau a été composé par les micro-organismes et qu'il n'y a plus finalement que les micro-organismes du sol qui étaient là présents au départ qui respirent. Voilà. Donc l'obtention de ce plateau est un garant justement de ces phénomènes parasites qui pourraient avoir lieu, mais qui sont extrêmement rares. Oui, entendu, ça signe la fin du repas, si on peut dire. C'est ça, il n'y a plus rien à manger. Il n'y a plus rien à manger, tout à fait. Et un matériau qui n'est pas biodégradable, évidemment, ça va s'arrêter beaucoup plus tôt. On aura un plateau à 10, 15, 20%, voilà. Et ça plafonne pareil. Et donc, la biodégradation n'est pas complète. Et si elle n'est pas complète, le matériau on n'a pas pu prouver sa biodégradation ultime dans le milieu traité. Il y a des questions sur le fait de broyer un matériau à composter. Est-ce que ça le rend plus compostable que s'il n'est pas broyé en général? Évidemment, la surface spécifique augmente et l'accès aux matériaux est plus importante, mais quelque part, on introduit un biais. Bien sûr qu'on peut activer ou accélérer la cinétique de biodégradation, mais... Du point de vue des normes, est-ce que ça le rend un matériau qui n'est pas certifié sans broyage, est-ce qu'il peut devenir certifié avec broyage, par exemple?
Non, 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 non. Alors, on reprend. Le non-broyage du matériau, le test qui est fait sur le matériau entier, c'est un test de désintégration. Et l'objectif, justement, c'est de voir si le matériau est capable de se désintégrer dans un temps donné. Sinon, il ne passe pas la norme. Donc, on ne va pas le broyer avant. Par contre, le test de biodégradation est réalisé sur du matériau broyé ou de petite taille. On ne met pas une bouteille entière de plastique pour le test respirométrique, parce que c'est des tests qui sont réalisés sur des Bien petites sûr, bouteilles. sur un temps Après, limité. oui, évidemment, tout broyage, toute réduction augmente la surface spécifique et accélère la biodégradation. Mais les matériaux qui passent le test n'ont pas été broyés au préalable pour le test de désintégration. Alors, il y a une question assez importante posée par Guillaume Gay du ministère de la Transition écologique qui insiste sur un point qui a déjà été relevé plusieurs fois, c'est la présence des additifs. Et le fameux 1% qu'évoquait tout à l'heure, je crois que c'était Monsieur Bellard, le 1% en termes, d'ailleurs, il faudrait préciser, est-ce que c'est en masse, en pourcentage de quoi? Enfin voilà, mais qu'en est-il de la présence d'additifs récents ou plus anciens, parfois interdits, qui peuvent être dans ces plastiques et dont la toxicité, l'écotoxicité est avérée, hein. On pense au nonylphénol plastifiant, je ne sais pas si c'est une bonne illustration, ou les fameux colorants dont il a été question tout à l'heure. Est-ce que, Laurent Bellard, vous voulez… Mais juste une petite chose avant Oui, que Laurent pardon. parle, le test est réalisé sur la formulation finale. Les tests, les normes de spécification sont appliquées sur les formulations finales. Donc, s'il existe dans la formulation une substance qui a un effet écotoxique, on le verra au niveau des tests d'écotoxicité qui sont prévus dans les normes de spécification. Et c'est une clause d'exclusion? Complètement. Bien sûr. En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est une norme multi-critères et il faut que tous les critères soient remplis. Sinon, le matériau n'est pas certifié. Tous les critères, biodégradation, désintégration, écotoxicité et également composition chimique. Je laisse la parole à Laurent. Désolée. Non, pas de souci, puisque effectivement, je vais juste finalement appuyer encore tout autant. Alors, pour répondre à la première question, les 1%, de quoi on parle quand on parle des 1% de constituants organiques? C'est 1% de la masse à sec du matériau. Donc, on parle en fait en termes de masse et de masse sèche du matériau. Si le composant que l'on introduit est présent à 1,5%, par exemple, il me faudra prouver, au sens de la 13432, que ce constituant est biodégradable dans les conditions définies par la 13432. S'il est présent à moins de 1%, qu'est-ce qui se passe? La norme 13432 me dit que je peux l'utiliser sous réserve, et je rejoins en ça complètement ce qu'Emmanuel disait, sous réserve que tous les autres critères par ailleurs restent respectés. La norme m'interdit par exemple d'aller mettre du mercure. Donc, si je mets 0,5% de mercure, je suis inférieur à mes 1%, mais la norme me dira, mais tu n'as pas le droit de mettre du mercure. Donc, je ne le ferai pas. La norme me dira, la norme ne fixera des listes, des taux maximum de composés lourds, essentiellement. Donc, il y a, dans tous les cas, d'autres critères donc, que je dois respecter, même si le devenir est inconnu. La norme me dit, si tu as mis 0,3% de quelque chose, tu ne sais pas si ça va se biodégrader. D'accord, ok, sous réserve que ces 0,3% ne soient pas interdits et n'aillent pas au-delà des seuils d'un certain nombre de composés qui sont listés, et sous réserve que ces 0,3% dont le devenir peut être problématique n'aient pas d'impact écotoxique, notamment. Donc, en fait, il faut respecter l'intégralité des critères pour être certifié compostable. Si vous mettez 0,1% de cyanure, je veux bien prendre des cas un peu extrêmes, désolé, mais mettez 0,1% de cyanure, vous verrez un effet écotoxique. Donc, la formulation et le produit qui en découle ne seront pas certifiés compostables. Alors, deux questions donc, de Violette Ducruet, notamment la question sur les plastifiants utilisés dans les formulations sont largement supérieurs à 1%. Là, on va tomber sur les perturbateurs endocriniens, hein, bien sûr. Donc, il faut qu'on en parle.
donc à des doses bien supérieures à 1%, d'une part. Et l'autre question, je la répète, c'est le fameux nanotitane, a suspendu en France pour l'usage alimentaire, mais qui peut être tout à fait accepté au niveau légal dans les emballages. Donc voilà, les deux questions, est-ce que vous pouvez les traiter l'une et l'autre? Alors, une, oui, l'autre, je vous que je serai un peu plus… Mais bon, je vais en parler très, très rapidement. Alors, pour la question de Violette, de Madame Dupré, pardon. En ce qui concerne les plastifiants, il est vrai que les plastifiants, on est bien d'accord, on les utilise très, très rarement et en formulation, on le sait très bien, on ne met pas 1% de plastifiants. On en met des taux qui sont bien supérieurs. Mais là, par contre, on en revient à la première piste de formulation qui est évoquée au niveau du compostage. Lorsque nous, on va développer une formulation, si je dois développer quelque chose qui est compostable, le plastifiant que je vais utiliser à 15%, lui aussi doit être certifié compostable. Si j'ai ma certification de compostabilité pour le plastifiant, je me permettrai de l'utiliser en précisant quand même au client que oui, je lui donne le certificat, mais il n'empêche qu'il devra passer la formulation et l'intégralité de son produit auprès de l'organisme certificateur qui lui mettra éventuellement les warnings. Donc, nous, on va pouvoir, au niveau de la formulation, se prémunir en amont. Je ne me permettrai pas de mettre 15% d'un plastifiant qui peut poser problème au niveau de sa toxicité environnementale ou autre. À partir du moment où le plastifiant, je n'ai pas la garantie qu'il est biodégradable ou compostable, on ne pourra pas l'utiliser parce qu'on ne rentrera de toute façon pas dans le cahier des charges. Donc, par contre, je précise un point, on se base sur les connaissances actuelles, à savoir que les plastifiants que l'on va utiliser, on se place là dans le cadre de la biodégradabilité et de la compostabilité. C'est l'aspect sur lequel je ne peux pas me prononcer, c'est que nous, à notre niveau, on n'a pas les connaissances en termes de contact alimentaire ou de perturbateurs endocriniens pour pouvoir se prononcer sur ces points-là. Donc, on prendra en fait toutes les certifications possibles en amont, respecter REACH, respecter les SVHT, ROHS, etc., pour faire en sorte que l'ensemble soit cohérent, avec les warnings qui s'imposeront en disant de toute façon, les composants le sont indépendamment, mais une fois qu'ils ont été mélangés, il faut quand même valider que l'ensemble passe. Voilà. Si, Laurent, je vous suggère de répondre à la question sur le titane sur le chat. C'est la question sur laquelle… parce qu'il faut qu'on avance. Oui. Vous pourrez y répondre sur le chat. Je vais voter en tout. Je vous avoue que je n'ai jamais utilisé de dioxyde de titane, tellement il pose question. Donc, en fait, j'en ai jamais… Okay. Donc, la réponse est claire et nette. On va poser peut-être deux questions à Claire Jacquet. Il y a deux questions qui portent sur les PHA. La première, c'est comment sont-ils purifiés à partir des milieux des déchets dont vous avez parlé. Et deuxièmement, quel type de PHA produisez-vous? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Nous ne sommes pas les partenaires qui produisons les PHA dans le consortium. Donc là, c'est le LISBP qui saurait vous répondre très précisément. Mais en fait, comment on a procédé? On a extrait à partir des capsules de tournesol des produits gras qui sont ensuite transformés et qui sont transmis à ce laboratoire et ils vont servir de nourriture donc au système bactérien qui produit à l'intérieur de ces cellules le PHA. Ce PHA devant être ensuite extrait. Donc là, il faut vous expliquer que du coup, dans le projet, on a mené le projet à deux niveaux. Un niveau qui est un niveau laboratoire de synthèse de ces PHA à l'échelle laboratoire. Et en parallèle, un niveau où on a voulu aller jusqu'au plastique et à la formulation de plastique renforcé de fibres à partir de PHA déjà disponibles dans le commerce. Voilà. Alors, d'autres questions, pourquoi ne pas avoir intégré la fin de vie dans l'ACV des pots agricoles? Oui, alors j'ai répondu, mais je ne vais pas assez vite. Voilà, mais en fait, aujourd'hui, les tests se sont terminés en fin d'année dans nos laboratoires qui testent, eux, cette fin de vie. Et du coup, maintenant, on va disposer de tous les paramètres pour modéliser réellement ce qui se passe. Voilà, parce que tout ce qu'on intègre dans l'ACV, le plus possible vient des données qu'on a récupérées dans le projet. Et il y a bien sûr d'autres données qui vont venir de la littérature ou d'extrapolation qu'on aura dû faire parce que les données manquent. Mais on essaie d'avoir les données de tous les partenaires.
Donc Enfin, là, une dernière, intégré, bien sûr, bien sûr. une dernière question. Pourquoi le pot en PLA est-il moins intéressant que le pot en matière pétrosourcée? Demande Laurent Daligo. Alors, aujourd'hui, ce que vous avez vu sur les graphiques, c'est vraiment, on a modélisé notre matériau et on s'est dit, on va regarder avec ce qui existe dans les bases de données de notre logiciel. Donc, c'est une simple comparaison avec des données des bases de données du logiciel. Voilà. Il faut voir que notre pot, il a quand même une grande partie de charge de fibres végétales qui potentiellement contribue à utiliser beaucoup moins de polymères qu'un pot en PLA. Donc, c'est les données du logiciel. Voilà. Ok, Dorothée, est-ce qu'il y a encore une question ou deux qu'on peut prendre avant de passer à la deuxième partie? Je vois une question de Roger Ledreau qui concerne des produits qui accéléreraient la biodégradabilité du PLA. Par exemple, huile, jus ou eau minérale. Qui peut répondre à cette question? Alors, peut-être que Carbiolis, Nadia Auclair pourrait répondre à ça. Elle en parlera tout à l'heure. Ce n'est pas des produits alimentaires, mais c'est des adjuvants. Je sais pas quel est le terme. À ma connaissance, en fait, les traitements chimiques qui permettent d'accélérer la biodégradation du PLA, bon, déjà, ça dépend quel PLA, parce qu'il y a différents types de PLA, selon le taux de cristallinité notamment, et le rapport entre les deux stéréoisomères. Et en fait, c'est plutôt des traitements basiques ou acides, et puis combinés à un traitement thermique qui accélérerait la biodégradation du PLA. Mais en conditions d'usage, je n'ai jamais entendu parler, moi, de PLA à température ambiante. Voilà, un contenant d'eau, j'ai déjà testé, il ne se passe rien. Alors, comme une question qu'il faut qu'on pose avant de passer à la deuxième partie sur la question du bilan écologique des matériaux biodégradables, des plastiques biodégradables en particulier, c'est une étude allemande qui est parue récemment et qui alertait sur une écotoxicité de plastiques biodégradables qui serait beaucoup plus forte que des plastiques conventionnels, qui renvoie aussi à la question des normes. Est-ce que ces normes sont suffisamment finalement poussées au niveau des tests d'écotoxicité pour garantir qu'il n'y a pas de toxicité environnementale? Il rejoint d'ailleurs une remarque d'Alice Godet de l'ADEME qui dit que l'étude que vous avez menée avec la PESA a montré qu'il fallait renforcer les tests écotox dans certaines normes, notamment en milieu compost. Qu'en pensez-vous, Emmanuel? Oui, alors évidemment, je suis d'accord avec Alice. Il y a des tests, notamment il y a tout ce qui est toxicité chronique. On est surtout sur la toxicité aiguë. Donc toxicité chronique, ça veut dire sur du plus long terme, avec l'effet sur la transmission aux générations futures, et avec des doses moindres. Ça n'a pas été, c'est pas assez approfondi, mais on peut aussi rajouter un tas de tests. Je trouve déjà que ceux qui sont, on l'a également fait ressortir dans ce rapport, permettent quand même c'est déjà bien, voilà ce qu'il y a, mais ça peut être amélioré, bien sûr. Et la première question... L'étude allemande de Hambourg. L'étude allemande, en fait, elle met surtout en avant un problème de toxicité de l'amidon et de la cellulose. Très peu de produits, il y a quelques mélanges, il y a quelques polymères utilisés aujourd'hui, comme notamment les mélanges PBAT, polyester, amidon, qui sont testés. Mais eux, ils ne présentaient pas les taux les plus alarmants. C'était plutôt amidon et cellulose. Donc, il paraît être très surprenant, a priori. Et alors, les tests qui sont réalisés pour extraire justement ces substances, donc là, ce n'est pas des microparticules, c'est des substances chimiques. C'était des tests qui n'étaient pas vraiment représentatifs de ce qui peut se passer dans la vraie vie. Voilà, les solvants utilisés étaient des solvants extrêmement agressifs. Voilà. Et puis surtout, moi, ce qui m'a gêné dans cette étude, c'est qu'il n'y avait pas, on ne savait pas de quoi il s'agissait, quels étaient les produits testés. Alors, ils en ont testé tellement, évidemment, qu'ils ne pouvaient peut-être pas
dire exactement ce que c'était. Et là, on en revient un petit peu à la traçabilité de ces fameux matériaux biodégradables. C'est que les normes, en fait, c'est des normes d'application volontaire. Il n'y a pas d'obligation à appliquer ces normes. Ça veut dire que, en fait, n'importe qui peut s'auto-déclarer certificateur et marquer sur son matériau biodégradable en compost. Et ça, c'est un point qui est vraiment important et qui mérite d'être souligné. C'est pas comme les normes, c'est pas une norme obligatoire. Voilà. Donc voilà, ça c'est important. Et ensuite, donc je pense qu'il faut vraiment renforcer les règles à ce niveau-là. Et puis sans doute aussi essayer de mieux identifier ces matériaux biodégradables avec des repérages visuels. Par exemple, je sais qu'en Suisse, c'est utilisé, parce que les Suisses utilisent énormément le compostage. Il y a 80% des matériaux qui sont compostés en Suisse. Hein. Et ils ont un quadrillage. En fait, il y a un quadrillage sur les matériaux compostables. Et il y a également aujourd'hui des QR codes qui sont ajoutés sur les matériaux. Parce qu'en fait, dans la mesure où il n'y a pas d'obligation et en fait, on peut avoir de la malveillance de la part de certains industriels qui mettraient sur les marchés des matériaux qui n'ont pas été certifiés dans les règles. Et comme le rappelait Christophe de Poissoudy à l'instant là sur le chat, c'est très cher la certification. Et voilà, ça peut... Donc, on voit qu'il y a quand même effectivement certaines incertitudes qui restent avec ces normes non obligatoires finalement. Oui, mais il y a des solutions, je vous le dis. En Suisse, ça marche très bien. La Suisse, c'est juste à côté. Il y a une société, BioApply, qui depuis 2006 appose des QR codes sur les matériaux et qui permet de retracer exactement où le matériau a été certifié, comment, quelle année. Et là, c'est vraiment un garant en fait de qualité. Eh bien, je vous remercie. Et de sécurité.